Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et salut Orion, Bonsoir, ravi de te recevoir ici. C'est un vrai honneur. c'était partagé. Donc on se retrouve ce soir pour discuter un petit peu de ton JDR, de ta façon de le jouer, de le faire et surtout de tout le chemin que tu as pu faire parce qu'aujourd'hui tu es très présent et tu as beaucoup de choses à offrir au niveau du JDR. Est-ce que tu nous ferais une petite présentation, histoire qu'on sache pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé ton nom sur la toile, qu'ils puissent savoir à qui est-ce qu'ils écoutent actuellement. Et ben donc je suis Orion actuellement, parce que c'est important de se définir son parcours actuel. Je suis MJ et auteur, et c'est principalement là mon activité rôliste. Et alors mon parcours, malheureusement, il commence à dater. J'ai, dans mes jeunes années, découvert le jeu de rôle au collège, sur l'impulsion de mon frère initialement, qui m'a initié au jeu de rôle en me faisant découvrir ce que c'était la survie face à des zombies dans un centre commercial avec des tronçonneuses. Ah oui, t'as attaqué très très fort. Tout à fait. Voilà, et puis après, à l'époque, parce que je dois dire à l'époque, il y avait beaucoup moins d'offres qu'il y en a aujourd'hui, ou en tout cas elles étaient moins célèbres en France, moins répandues en France. Ok. Et donc c'est naturellement que j'ai enchaîné avec les deux grands noms que sont Donjons et Dragons et l'Appel de Cthulhu. Ok. Au collège, quand j'ai commencé, je me suis vite rendu compte que ce que j'avais découvert, il y avait peu de gens qui le connaissaient, et il y avait encore moins de gens qui étaient prêts à passer derrière l'écran, faire jouer les autres. Ok. J'avais vraiment envie de jouer à ça, et donc je me suis improvisé maître du jeu. À l'époque, c'était avec des livres photocopiés, Mhm. il n'y avait pas encore les PDF et ce genre de choses. Et donc voilà, donc j'ai réuni des tables avec des amis, enfin des copains de collège, et puis les années ont passé, les campagnes se sont étoffées, la bibliothèque s'est remplie, et je continue de jouer avec quelques-uns de ces mêmes amis. Oh, génial. Voilà. Génial. Nos goûts ont un peu changé, mais pas tant que ça. Par contre, au cours de ces décennies, il m'a été donné l'occasion de découvrir d'autres jeux, d'autres façons de jouer, d'autres groupes, d'autres attentes, Ok. et d'apprécier différemment le jeu de rôle de ce que à l'époque je connaissais. Mm. Voilà. Ok, ça s'est un peu affiné quand même par rapport à cette époque de cours d'école, bien sûr, j'imagine. Tout à fait. Puis les moyens aujourd'hui sont plus du tout les mêmes. Le jeu de rôle n'a plus du tout l'image qu'il avait à l'époque, parce que j'ai connu cette période d'âge sombre, on pourrait dire, des jeux de rôle. Et voilà, et aujourd'hui je suis particulièrement content de voir ce qu'est devenu notre loisir, qui soit justement populaire, apprécié à ses justes valeurs, comme un loisir justement, et partagé par des gens expérimentés, novices, en fonction de leur goût, parce que justement l'offre est très variée. Exact. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a même tendance à se perdre assez facilement tellement il existe de choses. Ce qui est bien en soi, parce que ça satisfait tout le monde, c'est vrai. Mais pour des nouveaux rôlistes, des fois, c'est un peu compliqué. C'est vrai, historiquement, il y avait peu de choses qui existaient, ou alors fallait les débusquer, parce que les vendeurs étaient rares, il n'y avait pas encore Internet, en tout cas pas à ce niveau-là. Et donc on ne savait pas ce qui existait, et d'ailleurs beaucoup en fait ont fait des jeux de rôle perso, parce qu'il n'y avait pas d'offres, donc ils ont créé la leur. Oui. Aujourd'hui, c'est même le problème inverse. Il y a pléthore d'offres, on ne sait même pas tout ce qui existe. Et autant à l'époque, il fallait quelqu'un pour nous guider peut-être, pour découvrir le jeu de rôle et mettre le pied à l'étrier. Et voilà. Autant aujourd'hui, il nous faut quasiment aussi quelqu'un pour nous aider à choisir ou à connaître Oui. tous ces univers, tous ces systèmes de jeu. Voilà. Et je reconnais volontiers que le monde actuel du jeu de rôle est un peu opaque par certains côtés, parce que justement il y a beaucoup de sigles, il y a beaucoup d'habitudes qui sont prises, il y a des façons de jouer qui sont des habitudes à ce niveau-là aussi qui sont prises, et des fois les joueurs et les joueuses ont pas forcément les codes, et c'est pas simple de commencer. Exact. Au-delà des sigles, même un vocabulaire qui est employé, qui est coutumier un petit peu à tous les rôlistes. Mais moi, mon grand plongeon n'est pas si vieux que ça fait 4 ans. Et je me souviens qu'au début, je me disais, mais même sur les Discord,
bon sang, mais je comprends rien à ce qu'ils se racontent ces gens, quoi. Parce qu'un vocabulaire habituel, parce qu'une façon de parler de tel ou tel jeu, et c'est vrai que quand on arrive sur le tard dans le jeu de rôle, bah, c'est assez compliqué de raccrocher les wagons. Tout à fait, et comme je te disais, l'offre, elle s'est agrandie, et donc du coup, il y a des nouvelles façons de jouer qui ont eu leurs acronymes, il y a Oui. des nouvelles pratiques, et donc quand tu parles du jeu de rôle solo, est-ce que c'est la même chose que le jeu de rôle à deux? Enfin bref, il y a comme ça des choses, des petites subtilités qui peuvent perdre. Pour nous, vieux rôlistes, je me classe dans cette catégorie, faut faire attention justement à essayer d'avoir un discours qui soit assez accessible, sinon on n'est pas ouvert. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on se prive de la richesse qu'apportent justement ces nouveaux joueurs, nouvelles pratiques, nouvelles visions. Un loisir, c'est fait d'évolution. Comme je le disais, hein, la pratique a beaucoup évolué au fil des décennies et c'est important. C'est important de respecter ceux qui ont envie de rester, de jouer comme à l'époque. Oui, dans la cave avec la boîte de pizza. Tout à fait. Et c'est important de respecter ceux qui veulent jouer complètement à l'inverse. Bien sûr. Soit par volonté de rupture, soit parce que juste personne leur a expliqué que ça se jouait dans une cave avec des boîtes de pizza. Et parce que la magie d'Internet nous a frappés. Et d'un côté, c'est une très belle opportunité, mais je veux dire, moi je vis dans un tout petit village, bah, pour trouver des rôlistes, c'est pas facile. C'est quand même pas si courant que ça dans les petits coins de France. Puis bah, nous, typiquement sur la chaîne des Imagitateurs, on a la chance de jouer des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'on a 2 personnes au Québec, 2 personnes en France. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu réaliser il y a des dizaines d'années en arrière, clairement. Tout à fait, c'est la mondialisation du jeu de rôle. Exact. Mais ajouter Internet dans le jeu de rôle apporte tout un tas d'avantages et aussi tout un tas d'inconvénients, comme à chaque fois. Il faut savoir en prendre le meilleur. En termes de pratique, justement, allez, en 2017-2018, certains de mes vieux amis, justement, je leur ai dit, attendez, mais je vois qu'en ce moment, on peut jouer sur Internet, c'est trop bien, avec un truc nouveau qui s'appelle Discord. On avait fait une partie et ça avait été très insatisfaisant pour moi. Ah, ok. Eux avaient dit, oh, pourquoi pas. Ils ont intervenu même après, et moi, j'avais dit, ah non, mais c'est pas fait pour moi du tout. Ok. On avait joué avec Roll20, Mhm. une plateforme de jeu en ligne. On avait joué avec un système de jeu qu'on connaissait bien, en l'occurrence Shadowrun, un jeu de cyberpunk. Mhm. On jouait sans caméra, on jouait sans voir l'autre, et ça avait complètement brisé ce qu'on aimait à la table, c'est-à-dire l'interaction. Ok. Des années plus tard, on joue beaucoup en ligne. Parce que les outils ont changé, désormais on joue avec la caméra, on est beaucoup plus dans l'interaction, on a des plateformes VTT, donc les plateformes de jeux en ligne, qui ont beaucoup évolué et qui permettent d'être très très souples, et donc de faire apparaître des musiques, de faire apparaître des images, etc., des films même, des effets spéciaux. La forme a changé et ça facilite du coup le jeu. Aujourd'hui je joue en IRL, donc en présentiel, avec des vrais gens que je peux toucher. Ok. Et je peux leur lancer des dés et ils peuvent essayer de m'en envoyer de l'autre côté de l'écran. Et je joue aussi beaucoup en ligne. Ok. Voilà, et les deux pratiques pour moi sont différentes. Elles apportent chacune leurs avantages et effectivement leurs inconvénients. Mhm. Une fois que tu as domestiqué les inconvénients, tu t'y fais. Clairement. Et puis c'est, je pense, dans une vie à 100 à l'heure, une bonne solution aussi pour pouvoir se permettre de faire quelques parties avec des boulots où on finit toujours plus tard, avec des horaires où on se lève toujours plus tôt. C'est vrai que le petit Discord et la partie 21h, 23h30, sans avoir 50 km à faire après, ça rend service. Ça permet également, petit avantage, de conjuguer la vie familiale ou la vie de parents avec le jeu de rôle. Exact. Sur le Discord communautaire que j'ai la chance de co-animer, on a des parents qui peuvent jouer au jeu de rôle parce qu'ils sont en ligne, parce que la partie commence à 21h, qu'ils ont déjà mangé en famille avant, que les enfants sont couchés, et ça y est, ils ont leur soirée. Plutôt que de la passer passivement devant une série, voilà, et ils la passent activement en pourfondant des dragons et en élucidant des mystères dans les années 20. C'est vrai, effectivement, il y a ce côté-là aussi, où tout le reste de la maison est très calme, mais où nous, on peut être plongé dans des aventures incroyables. C'est vrai. Et donc, ta constellation, puisque tu en parles, je profite de te piquer la transition. T'as bien raison. Un Discord, effectivement, très sympathique. Moi, j'ai eu la chance de le rejoindre récemment. Très, très accueillant. Vraiment de bonnes discussions, des débats, très actifs.
Vraiment un bel endroit sur le net. C'est flatteur, merci. Avec plaisir. On est donc c'est la constellation, c'est un serveur Discord. À la base, il était prévu justement pour pouvoir se réunir entre copains historiques. Puis ça s'est un peu élargi lorsqu'on a commencé à faire des parties en ligne, etc. Et en fait, on a Caprice qui nous a rejoint après quelques parties en ligne. Comme toi, elle débutait le jeu de rôle. D'accord. Dans la même période d'ailleurs, je dirais. Et elle a tout de suite beaucoup aimé. Elle a vu le potentiel de ce lieu en fait qui réunissait des gens d'horizons tout à fait différents et qui avaient une passion commune. Et elle a dit pourquoi on n'en ferait pas une sorte d'endroit sympa où on pose nos valises, nos habitudes et on joue ensemble. Et alors, il existe par ailleurs dans d'autres serveurs des serveurs de jeux où tu viens, tu t'inscris à ta partie, tu fais ta partie et voilà. On cherche pas ça, on cherche un serveur qui reste avec un côté familial. Oui. On cherche justement à avoir un endroit accueillant où on écoute. Autant qu'on parle, le but c'est pas de noyer ça. On partage, on a encore une fois des gens avec des pratiques très différentes et donc on a des débats qui sont organisés chaque semaine sur lesquels on n'est pas toujours d'accord et le but c'est pas d'être d'accord, le but c'est de s'écouter justement, de voir ce que font les autres et de s'ouvrir un peu l'esprit. Le but c'est aussi de ce serveur, c'est de proposer des parties de jeux de rôle, donc il y a des campagnes qui sont nées sur ce serveur, il y a des parties, j'anime les miennes moi-même là-bas. Ok. On est 380 et quelques quand même. Ah oui. Ils ne sont pas bavards. Heureusement, sinon on ne s'entendrait pas. Mais, effectivement. Mais voilà, mais ça monte petit à petit. Les gens viennent prendre ce qu'ils veulent. Certains viennent juste participer au débat, d'autres veulent surtout pas y participer. Et par contre, ne veulent pas rater les actualités de la constellation ou de ceux, parce qu'on a la chance d'accueillir pas mal d'auteurs, de correcteurs, de relecteurs, pardon, de traducteurs, de dessinateurs, etc. Enfin bref, qui baignent dans le jeu de rôle. Et donc du coup, chacun peut venir poster son actu, en discuter, etc. On a des auteurs français ou voire même francophones qui n'hésitent pas à offrir des fois leurs œuvres sur la constellation. Génial. Faire jouer aussi. On a des jeux qui vont sortir ou qui sont sortis, qui ont été testés sur la constellation, donc c'est toujours hyper flatteur de voir ça. Voilà, donc tout ça dans une bonne ambiance. On professe vraiment la bienveillance. Ça exige de la part de Caprice et de moi de la modération par certains côtés. Bien sûr. Voilà, certains viennent... c'est une auberge, la porte est ouverte, donc tout le monde peut venir. Et certains comprennent que c'est pas le lieu au débat Twitter qu'on peut voir virulent, on les invite à aller ailleurs, mais on a le droit de pas être d'accord. Voilà, et c'est quelque chose qui est important. On a régulièrement des gens qui sont pas d'accord sur leur perception du jeu de rôle, leur façon de le jouer ou ce qu'on en attend, et ils continuent de discuter semaine après semaine ensemble. Et donc pour nous, c'est une réussite, quoi. Voilà. C'est génial, et c'est là où on se rejoint complètement, je pense, et on a un peu cet élan de penser qu'au final, il n'y a pas de bonne façon de faire du JDR tant qu'on s'amuse et qu'on en fait quelque chose qu'on a envie de faire, quoi. Nous, on est très souvent en dehors des clous aussi avec les imagitateurs. On mélange de la scénarisation, de l'improvisation, on fait des parties où on ne prévoit rien, on arrive les mains dans les poches et on se dit allez, vas-y, tel univers, et puis une amorce de 10 secondes, et on y va, quoi, et c'est parti. Il y a plein de gens qui nous disent c'est pas du JDR. Ok, très bien. Mais en tout cas, nous, on s'amuse. Oui, alors la définition du JDR, ça serait compliqué parce que justement, il y a plein de variétés. C'est comme dire qu'est-ce que le cinéma, en fait. Il y a des longs métrages, des courts métrages, du cinéma d'arrêt d'essai, du cinéma hollywoodien. Enfin bref, il y a plein de variétés. On peut pas le définir vraiment. Hormis que ça passe par une pellicule, nous, ça passe par une table qui peut être virtuelle. Je te dirais bien, même et encore. Pour moi, la bonne façon de jouer au rôle, c'est si tout le monde s'amuse à la table. Exact. Voilà. C'est la seule vraie définition. Alors, des fois, effectivement, c'est pas forcément du JDR, mais c'est du jeu, souvent. Et des fois même, on va même jouer des rôles, donc quelque part, c'est aussi du JDR. Mais l'important, voilà, c'est que tout le monde s'amuse à la table et ça fait partie des sujets qu'on aborde justement. À quel moment on s'amuse plus, comment est-ce qu'on gère quand on s'amuse plus, comment est-ce qu'on gère quelqu'un qui ne s'amuserait plus. Voilà, comment est-ce qu'on respecte les autres. Comment est-ce qu'on gère, parce qu'il y a des fois des débats qui enflamment la toile sur les outils de sécurité émotionnelle, c'est des gros mots qu'il ne faut pas utiliser, sur la façon de considérer des sujets de société comme la question du genre. Voilà. Selon moi, c'est vraiment la question de l'amusement. Si on continue de s'amuser à la table, c'est qu'on y est bien. Si il y a des décalages, il faut savoir prendre ses distances. C'est un loisir, c'est pas un travail, c'est pas une corvée. Si c'est une corvée, il faut arrêter, quoi.
Oui, 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 tout à fait. Et puis apprendre peut-être à parler de ces décalages sans se braquer non plus. Je veux dire, c'est pas inné et on ne peut pas prendre en compte, enfin, on ne peut pas anticiper les blocages et les freins de chacun. Et si c'est pas parlé, forcément, moi j'imagine toujours un MJ qui se retrouve avec des joueurs inconnus et qui ont tous une zone sur laquelle il faut pas partir. C'est des sacrées acrobaties, quoi. Donc il faut vraiment aussi, en tant que joueur, être capable de le dire franchement que, bah non, moi ça, je peux pas le faire. Sinon, après, c'est de la gymnastique. Il faut que la fenêtre soit ouverte, c'est-à-dire qu'il faut Bien sûr. pouvoir avoir un instant où on peut le dire. C'est pas le cas de toutes les tables, hein, typiquement. J'ai beaucoup fait jouer en convention. Je continue d'ailleurs régulièrement de faire jouer en convention. D'accord. Les joueurs et les joueuses sont tout à fait inconnus. Pour certains, ne savent même pas ce que c'est que le jeu de rôle quand ils arrivent. C'était le cas au Fige, notamment le Fige à Cannes. C'est très axé jeu, mais pas forcément jeu de rôle. Et donc, dans la partie jeu de rôle, il y en a des fois qui s'y perdent, qui s'inscrivent à des parties en disant ah, je sais pas ce que c'est, je vais voir. Et tu te retrouves avec des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un meneur de jeu, une position de joueur. Ok. Et t'as 2 heures pour faire jouer un scénario. Waouh. Et à côté d'eux, il peut y avoir par contre un vétéran, ça fait 40 ans qu'il sait comment on joue, parce qu'il a sa façon de jouer avec ses potes et que c'est sa façon à lui, et tu dois arriver à faire concilier toutes les façons. Voilà. Et là, c'est vraiment de la gymnastique. Dans un environnement bruyant, avec des annonces micro, avec un jeu d'ambiance que tu veux vraiment faire adorer aux joueurs. Et c'est là, pour moi, les vrais exploits que tu peux mener. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais ça demande, je dirais, de l'écoute. On en a parlé tout à l'heure, mais ça demande de l'écoute. Ça demande de pouvoir voir à quel moment les joueuses et les joueurs sont à l'aise. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de nos premiers échecs sur le jeu en ligne, parce qu'il n'y avait pas la vidéo. Et qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un risque de jouer sans vidéo. Parce que tu vois pas forcément l'impact que ce que tu apportes à la table a sur les joueuses et les joueurs. Voilà. Et en tant que meneur de jeu, j'aime beaucoup m'adresser à quelqu'un quand je fais jouer. Et le fait de le faire, de ne pas avoir quelqu'un en vidéo en face de moi, d'avoir juste des noms qui s'allument quand ils parlent, voilà. Oui. Je trouve ça complètement dépersonnalisé et j'arrive pas à me plonger dans ce que je fais vivre. Voilà, j'arrive pas à lui donner l'émotion, j'arrive. Alors, quand tu as les visages des fois décomposés, hein, des joueurs, des joueuses en face de toi, au moins tu sais où t'es, si ça se passe bien, ou si ça. Où est-ce que eux ils en sont, oui. Exactement. Et ou au contraire s'ils en veulent plus. Enfin bref, pour moi c'est vraiment ça l'interaction. Et c'est ce qui nous manquait avant le Covid, avant tous ces outils qu'on a maintenant. Oui. Et j'ai envie de dire, ça aussi, pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Tu vois, moi, je suis pas capable forcément d'être MJ avec des caméras. D'accord. Déjà parce que mon visage va carrément donner la solution, mais écrite, quoi. Je ne sais pas être impassible. Toutes mes émotions sont écrites en lettres fluo sur fond noir, donc forcément, ce n'est pas la peine. Et le fait de regarder les visages, en fait, alors moi, ça me stresse encore plus. Parce que je cherche, est-ce que ça va? Est-ce que ça fait effet? Mais je fais que ça. Et donc finalement, je me perds dans mes scénarios. Donc voilà, comme quoi, chacun trouve ce qui lui convient. Que ce soit MJ, que ce soit joueur, il en faut pour tous les goûts. Tout à fait. Aussi bien dans les univers que dans la pratique. Exact. Et donc, j'ai cru voir, peut-être que je me trompe, mais que tu étais maintenant MJ professionnel. Donc, est-ce que tu en as fait ton métier réellement? Alors, je ne crois pas en France que quiconque puisse vivre de cette activité. Ok. Les exemples que j'ai vus autour de moi ou en prospectant me laissent à penser qu'en fait, ça ne peut être qu'une activité accessoire. D'accord. Donc, c'est une activité accessoire pour moi, et elle est même très accessoire puisqu'elle est plutôt rare. Ok. Voilà, c'est arrivé et ça peut continuer d'arriver. J'ai des tables qui veulent chaque année jouer avec moi. Voilà, là aussi c'est flatteur. Et oui. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent d'ailleurs, parce que comme tu le disais, il n'est pas toujours simple de trouver un MJ quand tu habites un petit village. Exact. Voilà, et les villages américains sont séparés de quelques centaines de kilomètres les uns des autres. Ce qui rend du coup la recherche d'une table compliquée et donc du coup il y a beaucoup d'offres qui existent notamment sur du jeu en ligne de masterisation professionnelle. En France
c'est moins le cas. Il y a quand même des grands centres urbains sur lesquels tu peux jouer. Et puis, on a aussi beaucoup plus, c'est une différence avec les États-Unis, on a beaucoup plus de MJ par rapport au nombre de joueurs. En France, on est, alors je vais être méchant pour les Américains, mais on est pourvu d'imagination, on a envie de faire vivre nos univers, de partager nos émotions, etc. Donc on a beaucoup de MJ par rapport au nombre de joueurs, alors que les Américains ont peu de MJ comparativement au nombre de joueurs. Ce qui fait que les MJ sont rares, donc chers. Et oui. Et il y a aussi une pratique peut-être liée à l'argent. Il y a aussi de ça, je pense, qui est différente en France et aux États-Unis. On en parlait récemment sur les questions des Tipeee, Patreon et ce genre de choses. Aux États-Unis, le pourboire en fait partie de la vie. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ton soda infect, tu vas filer un pourboire au serveur parce que c'est comme ça, le service n'est pas compris dans le tarif, etc. Ok. En France, le service est compris, et donc on n'a pas l'habitude de verser un plus. Et ça, je pense que ça change beaucoup sur tout ce qui est Patreon. En France, ça décolle pas des tonnes. Il y en a évidemment des gens qui suivent ce genre de choses, qui soutiennent des artistes. Je les appelle les mécènes, parce qu'ils soutiennent des chaînes, ils soutiennent des auteurs, etc. Mais ils sont comparativement beaucoup moins nombreux qu'ils ne le sont aux USA. D'accord. En tout cas sur la version anglophone. Et pour des auteurs indépendants, en France, du coup, c'est plus compliqué. Et oui. De trouver sa place. En tout cas, d'arriver à vivre, à subvenir à ses moyens, à ses besoins par ce que l'on apporte dans la sphère du loisir rôliste. Voilà. Et alors pour ma part, du coup, j'ai déjà pratiqué et je continue, comme je te disais, de pratiquer le MJ Pro parce que il y a des joueurs qui sont intéressés à avoir un niveau de qualité de table supérieur. Dans le sens où un MJ Pro, en principe, il prépare plus ses parties, il amène une ambiance vraiment particulière. Il va considérer que c'est une prestation. Et donc, il va se faire en sorte qu'elle soit de qualité. Alors, par principe, tout MJ, il a envie que sa table soit de qualité. Je pense pas que les MJ jouent en se disant « je m'en fous si ça plaît, si ça plaît pas ». Mais il y aura un effort qui sera attendu, supplémentaire, et ce qui est normal parce que le MJ, pour le coup, est rémunéré. Bien sûr. Il y a ça, et il y a le fait aussi que tes joueurs, tu les connais pas. Comme je disais, je fais jouer mes amis, je fais jouer des gens sur la constellation, je fais jouer, parce que c'est des cercles qu'on se connaît, ça fait partie de la pratique. Mais si quelqu'un veut me voir demain en me disant tiens, Orion, j'aimerais bien que tu me fasses jouer à Vampire, alors que moi j'avais pas spécialement envie de faire jouer à Vampire, j'ai pas de projet, et qui me dit avec ma table on est prêt à te financer pour ça, bon bah ok. Je vais regarder ce que je peux faire avec Vampire, et je vais du coup déjà préparer ce que j'aurais pas initialement prévu, et ensuite proposer du contenu que je vais essayer de faire de qualité, parce que justement t'es payé pour ça. Que tu vas adapter à la personne qui te demande en fait. Exactement, c'est ce que je fais, c'est que je recueille déjà, et ce qui est pas du tout la même pratique, disons que c'est plus tacite dans la table classique. Parce que quand tu joues avec tes amis, tu sais à peu près ce qu'ils aiment. Quand tu joues avec des gens, tu vas essayer de recueillir un peu en amont ce qu'ils aiment parce que tu les as vus faire, tu les as déjà pratiqués. Là, pour le coup, ça passe par un questionnaire de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous espérez de la partie, etc. Et ensuite, tu vois ce que tu peux faire avec ça. Oui, donc c'est quand même une sacrée pratique. Enfin, la plupart du temps aussi, un MJ crée un scénario pour ses amis, c'est aussi quelque chose qui lui plaît à lui. Je veux dire, on y met toujours un petit peu de nous. Et ça part souvent d'une envie personnelle pour créer un scénario et pouvoir inviter des joueurs. Que là, c'est presque l'effet inverse. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être tu es déjà tombé sur des univers que toi t'affectionnais peut-être pas forcément. Oui, alors c'est déjà arrivé effectivement, ou que j'avais délaissé depuis longtemps parce que la mécanique, avec le temps, tu évolues et je me dirige maintenant de plus en plus vers des... Enfin, ça dépend aussi des tables, mais principalement vers des mécaniques simples parce qu'on a moins de temps, que tu l'as dit, la vie va vite. Et oui. Et que les joueurs, parce qu'ils sont dans la vie active, moins passionnés de petites règles et autres qu'on l'était quand on était étudiant, qu'on avait que ça à faire. Oui. Donc on va sur des systèmes simples, mais il y en a certains qui sont restés sur de vieux systèmes, sur leur jeu qu'ils aiment beaucoup, et ils arrivent avec la commande. Voilà, on aimerait jouer à ce jeu-là. Voilà. Et alors là, du coup, tu te replonges dans les règles, tu vas réapprendre, et c'est un effort. Clairement. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... voilà. Si mes amis me disent tiens, on aimerait bien jouer à Rollmaster, qui est on va dire l'usine à gaz du jeu de rôle. J'ai joué, moi-même étant lycéen, à Rollmaster, mais à l'époque, encore une fois, on avait le temps d'intégrer toutes ces règles, et voilà. Si demain, on vient me voir, avec mes amis viennent me voir en me disant je veux jouer à Rollmaster, je leur dirais non, en fait. Enfin, pas avec moi, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, voilà. Si par contre une table vient me voir en me disant bah voilà, on aimerait vous engager pour jouer à Rollmaster, pourquoi pas, je vais me pencher dessus, ça donne un effort, un investissement, mais s'ils attendent ça, c'est qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur ailleurs, entre guillemets. Alors évidemment, il y a des jeux sur lesquels je me sens pas à l'aise et donc j'irai pas forcément. Typiquement,
pour ce qui m'intéresse, des jeux très très en décalage, comme des jeux comme Toons par exemple, qui sont des jeux dans lesquels tu joues dans l'univers des dessins animés américains, Bibi le Coyote et compagnie, Bibi et le Coyote pardon, et voilà, là je suis pas du tout à l'aise, je dirais non. Oui. Et donc ça peut valoir l'investissement. De se poser la question de qu'est-ce qu'on va leur faire jouer avec, comment est-ce qu'on va intégrer le système et tout ça. Donc cet effort-là, il me semble pas anormal qu'il soit rétribué puisqu'ils arrivent avec leur projet et en fait toi tu t'es embauché. Comme quand tu as une commande et quand tu es illustrateur, toi tu t'aimes bien dessiner mais tu n'avais pas spécialement prévu de faire le projet de ton client et donc ton client il arrive il veut ça, tu vas passer des heures et des heures à faire ton projet. Même si t'aimes le dessin, c'est pas pour autant que tu vas l'offrir gratuitement à... Bien sûr. ou en tout cas je ne connais pas l'illustrateur qui le ferait, l'offrir à un client que tu connais une idée d'Adam. Oui. Voilà. Et c'est à distinguer évidemment de la pratique qui consiste à faire jouer ses amis. Bien sûr. J'ai vu là aussi des débats enflammés sur le thème, parce que les joueurs qui jouent avec leur table depuis quelques années, ou même 40 ans, disent mais moi, mon MJ, jamais je le paierai, quoi. Okay. J'imagine bien que tu vas pas le payer parce que c'est une relation amicale. C'est ton pote, quoi. Voilà. Je compare souvent ça avec le moniteur de rafting. Quand j'étais gamin, j'ai fait du rafting, c'était une expérience que j'avais adorée. Et je m'étais dit, putain, le type, il est payé à faire du raft. Le moniteur, il fait du raft. Mais en fait, oui, il est payé à faire du raft parce que, de base, il a pas envie de prendre des gars qu'il connaît pas pour les emmener faire du raft. Il a peut-être envie de prendre ses potes pour aller faire du raft. Et donc, c'est normal, en fait, de payer même un passionné. À partir du moment où toi, t'es un inconnu pour lui, que tu lui passes ta commande, ça dépend aussi de la façon dont tu te fais rémunérer. J'ai ouï dire de certains MJ, tu vois, à la Défense, à Paris, qui font jouer des cadres sup, qui ont pas le temps, qui ont une vie débordante, machin. Tous les vendredis soirs, il fait jouer des tables et il se fait payer, mais un salaire hallucinant. Tellement indécent, ouais, j'imagine. Parce que ils ont les moyens, ils ont trouvé la personne qui peut le faire, bien qu'évidemment elle fait un effort et elle prépare sa table, hein, c'est pas la question. Oui, bien sûr. Mais voilà, et c'est pas du tout ma philosophie. Moi, je suis plutôt vers une accessibilité. Ce que j'aime particulièrement, c'est de faire découvrir le jeu de rôle à des nouvelles tables. Ça m'est déjà arrivé justement de faire découvrir en tant qu'MJ rémunéré des jeux à des gens qui avaient... En fait, il y en a un qui avait déjà joué avec moi, en convention notamment, ou sur des animations que j'avais pu faire dans des boutiques. Après, me dire, est-ce que ça serait possible que tu viennes faire jouer moi et mes copains, mes copines, parce qu'ils n'ont jamais fait et ça serait l'occasion. Voilà. Et donc ce genre de choses peut aussi se produire. Ok. Ce que je ne ferais pas spontanément si c'était pas une activité rémunérée. À partir du moment où ils participent un peu, encore une fois, il ne s'agit pas de les ruiner, pourquoi pas. Et ça doit être hyper intéressant, j'imagine aussi, de te retrouver face à une table de non-joueurs, enfin de non-rôlistes, et de sentir si la passion est en train de se transmettre, ou peut-être pas malheureusement parfois, parce que ça reste une activité qui plaît ou qui plaît pas. Mais je pense que ça a un côté très euphorisant, quoi, si on sent que la passion est en train de se transmettre, que les gens s'éclatent et que ça leur plaît, alors qu'ils avaient jamais fait de jeu de rôle avant. Ça doit être extraordinaire. Oui, tout à fait, et c'est déjà arrivé, je l'ai vu en convention notamment, quand en convention t'as des gens qui connaissent pas l'univers, parce qu'ils viennent pour découvrir justement, ils connaissent pas l'univers, ou alors ils sont vraiment trop peu expérimentés, ou alors encore ils ont leur pratique rôliste, et qui est pas forcément les miennes, et qui ressortent de la table en se disant « Waouh, j'ai adoré ». Et là, c'est aussi très flatteur. Tu dis, ok, alors si tu veux en savoir plus, voici comment ça marche. Tiens, je te passe les coordonnées du Discord de la Constellation. Tu pourras jouer des coordonnées de personnes si tu aimes le jeu en ligne. Sinon, il y a des clubs de jeux. Je fais beaucoup jouer sur la région lyonnaise. Et on file aussi des adresses de clubs de jeux. D'accord. Il y a des clubs de jeux de rôle qui marchent plutôt bien dans la région. Et donc, voilà, on a une grosse boutique qui s'appelle Trolune, qui est un de mes supports réguliers. Et donc, je vais animer aussi chez eux lors de soirées découvertes. En fait, une fois par mois, ils font une soirée jeu de rôle découverte pour des gens qui sont tout à fait novices. Et alors là, justement, des fois, c'est le... Mais qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, quoi? Et tu t'amènes de là, les gens te disent, mais c'est... J'imaginais pas ça comme ça. Ouais. C'est extraordinaire. Et très souvent, quand on commence à mettre le petit doigt dans la porte, on finit dans la pièce. Hein. On a beaucoup de mal à s'arrêter une fois qu'on a commencé et qu'on a accroché avec cette passion-là. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir les actual plays, ces parties filmées. Oui. En ligne, sur YouTube principalement ou sur Twitch, qui permettent de voir ce qui se pratique, avec la difficulté qu'il ne faille pas imaginer savoir faire ça. C'est comme des cascadeurs en fait que tu observes en train de faire la cascade et tu dis
Demain, je vais le faire et j'espère que ça marchera pareil. Oui. Ça peut marcher pareil, mais rien qui le garantit. C'est pour ça que c'est important d'apprendre, de voir ce qui se fait, de se cultiver, de jouer. Et en jouant, on apprend. Et ce que je fais maintenant, avec quasiment 30 ans un peu plus d'ailleurs, de jeux de rôle derrière moi, je le fais en ayant en tête que je me suis cassé la gueule plein de fois. Oui. Si aujourd'hui j'arrive justement à aller plonger dans le regard des personnes pour savoir comment t'as aimé certains effets, comment diminuer la pression, comment poser des scénarios avec des choix engageants, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire justement, eh bien c'est parce que j'en ai fait avant beaucoup, et ça n'a pas marché comme j'espérais, il n'y a pas eu les bonnes réactions que j'attendais, et je me suis dit il faut travailler plutôt ça. Enfin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en jouant qu'on devient joueur ou meneur. Tout à fait, exactement. Et surtout ne pas avoir peur de se lancer. Je crois que c'est quelque chose que je répète à chaque discussion. Mais je connais beaucoup de gens malheureusement qui se disent que le jeu de rôle est encore un univers extrêmement fermé et qui ont du mal à passer le cap. Et ce que j'entends, parce que la démarche n'est pas si simple que d'arriver sur un Discord et de dire salut, j'ai jamais fait ça mais j'ai envie d'essayer. C'est pas si facile que ça. Mais avec les bonnes personnes, vous découvrez vraiment une activité qui est complète. Mais je vais casser un peu cette image que tu viens de dire. Je suis désolé par avance, mais... Mais je t'en prie, on est là pour ça. Tout le monde a joué aux cow-boys et aux indiens. Tout le monde a joué aux policiers et aux voleurs. Tout le monde a vécu... alors peut-être pas, voilà, mais dans l'univers de la Reine des Neiges. Tout le monde s'est imaginé 20 milieux sous les mers ou en train de combattre Dark Vador. Tout le monde a lu des livres en se disant mais pourquoi il fait ça ? Le personnage principal, le protagoniste, pourquoi il fait ça ? Le jeu de rôle, c'est ni plus ni moins que ça en fait. C'est de se projeter dans un univers, mais on le fait déjà, on le fait habituellement, on le fait régulièrement. Quand on lit, on se projette dans un univers. Quand on jouait aux cow-boys et aux indiens, on se projetait dans un univers où chacun avait son rôle. Il y avait des règles même. Quand on te tape dessus à coups de revolver, faut que tu tombes par terre parce que t'es censé être blessé ou être mort. Quand t'es un voleur et que les policiers t'attrapent, ben t'es capturé, t'es attrapé, donc tu dois suivre les policiers. Voilà, en fait, c'est des jeux que nous avions et nous avons. Aujourd'hui, l'offre ludique, elle a explosé. Aujourd'hui, t'allumes la télé, c'était un appel à l'imaginaire. Alors, il y a quelques années encore, t'allumais la télé, c'était un appel au suicide parce que t'avais des séries qui étaient toutes plus morbides les unes que les autres, dans des univers policiers où à chaque fois il y avait des morts et voire pire. Là, aujourd'hui, tu vois de la fantasy à la télé, tu vois de la science-fiction à la télé. En fait, l'idée, c'est est-ce que j'ai pas envie d'aller plonger dans ces univers-là ? Est-ce que... voilà. Et c'est pas compliqué. Après, évidemment, il y a des jeux qui ont des mécaniques, il y a des jeux qui ont des ambiances particulières, mais il y a des jeux qui sont très accessibles aussi. Il y a des jeux qui tiennent en 2 pages, les règles sont très simples, c'est très visuel, c'est très voilà, bon enfant, comme tu dis, on peut très bien jouer au jeu de rôle en se posant autour de la table et en disant bon ok, vous êtes dans une auberge. Ah mais attends, j'ai pas de personnage. Bah, ah ok, tu joues qui ? Et hop, la partie de jeu de rôle elle est faite comme ça. Il y a, allez, 15 ans maintenant, sont apparus les jeux qu'on appelle propulsés par l'apocalypse. Ils sont des jeux avec une motorisation particulière, c'est-à-dire un système de jeu particulier qui est assez souple, qui a un peu changé la façon de jouer justement, parce que là où avant t'avais un meneur de jeu ou une meneuse de jeu qui avait préparé son scénario, où les joueurs ils avaient un peu leur carcan, il fallait les emmener là-bas, etc. Ce nouveau style de jeu pousse à l'improvisation, à la capacité aux joueurs d'apporter leur propre touche à l'univers, via des questions que leur pose le meneur de jeu auxquelles lui-même n'a pas les réponses. Voilà. Et ça, c'est très guidé par ces... enfin, en tout cas, c'est suggéré, il y a plein d'exemples. Et ça a été des parties mémorables avec des joueurs qui n'étaient pas forcément expérimentés. Parce que, pour le coup, t'as pas besoin de connaître des règles, t'as pas besoin de connaître l'univers, puisque tu le crées en jouant. Voilà. Et donc, ça donne beaucoup plus d'accessibilité. Moins de code à suivre, peut-être, et plus laisser place aux envies de chacun et à ce qui se passe dans la tête. Tout à fait. Et encore une fois, c'est un nouveau style, donc évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas ce nouveau style, il y en a qui sont fans, mais il faut savoir que ça existe, quoi. Et donc, une façon de considérer ce qui se passe à la table de façon tout à fait différente de ce que traditionnellement on a l'habitude, mais qui apporte, du coup, plus de facilité, plus de... Enfin, voilà, tu arrives à la table, t'as rien préparé, et la partie se déroule. Elle va même apporter des choses. Un de mes plaisirs en tant que meneur de jeu, c'est de ne pas savoir où ma table va m'emmener. Ok, de te laisser surprendre. Tout à fait. Et souvent d'ailleurs, je vais poser des cadres en disant voici le contexte, voici la problématique,
Maintenant, débrouillez-vous. Ok. Et après, je réponds en improvisation, ou alors j'ai préparé des choses qui peuvent se produire, mais je vais voir où ils veulent aller, je vais leur tendre des perches, mais ça sera que tendu, ça sera pas voici par où il faut passer. Mhm. Et ce que tu vas trouver dans ce que j'écris notamment, c'est beaucoup de, et puis dans ce que j'aime aussi d'en faire jouer, c'est beaucoup de dilemmes, de choix moraux ou de choix engageants. Tu vois apparaître 2-3 possibilités, mais t'as pas de bonnes possibilités. T'as que des possibilités qui vont avoir un coût. Ok. Et donc, c'est la table où le joueur ou la joueuse qui va devoir prendre ses responsabilités, entre guillemets, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que mon personnage ferait dans ce cas-là, Mhm. et de devoir jouer avec. Et alors, moi, j'adore parce que du coup, tu proposes des opportunités, des choix, voilà, et puis ils s'en saisissent ou pas, mais en tout cas, ils font leur jeu. Et à la fin, l'histoire qui est racontée, c'est pas du tout celle que tu as dans le bouquin, hein. Oui. C'est celle que eux, ils ont créée. Oui. Personnellement, c'est ce qui fait que les parties sont intéressantes. Un vrai échange, une vraie construction ensemble, en fait. C'est ça. De manière à te laisser surprendre, te laisser embarquer même, je dirais, par ce qui se joue, et voilà. Ok. Donc que de choses toutes plus passionnantes les unes que les autres. C'est ce que j'espère en tout cas. C'est la passion, enfin pour moi c'est la passion qui nous guide, hein. Je ne passerai pas autant de temps en préparation de jeux de rôle à les faire jouer si j'étais pas passionné. Mhm. Et le but c'est effectivement de transmettre cette passion, de la partager, et puis de vivre des aventures, parce que globalement c'est ce qu'on vient chercher, hein. Vivre des aventures, qu'elles soient sombres, avec des mystères à élucider, ou au contraire hyper colorées, passionnées et vivantes. Le jeu de rôle c'est un loisir d'évasion. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi j'affectionne particulièrement les univers qui sont loin du quotidien, ou qui vont avoir leur touche de fantaisie, qui vont casser avec ce qu'on connaît de nos jours, parce que voilà, si c'est pour jouer le quotidien, oui. Bon, je crois qu'on y est déjà. Oui, c'est ça. Super. Et écoute, un grand merci pour toutes ces réponses. La tradition, c'est de terminer sur 2 questions beaucoup, beaucoup plus légères. Si tu devais partir sur une île déserte, qu'est-ce que tu emportes là tout de suite? Comme jeu de rôle, tu veux dire? Non. Qu'est-ce que j'emporte? Qu'est-ce un que maillot tu de bain. emportes avec toi? Un maillot de Ok. bain, parce que Ok. quand même, faut pas déconner. C'est une bonne idée. Au moins ça. Et la toute dernière tradition, je te laisse choisir le mot de la fin, c'est-à-dire un mot de la langue française qui te fait envie d'exprimer là maintenant. Peut-être que demain il aura changé, mais là sur le moment, un mot de la langue française que tu affectionnes. C'est le mot empathie. Ok, très joli choix. Un grand, grand merci Orion pour nous avoir accordé ton temps. Merci à toi, Jenny. C'était très, très agréable. Merci pour cette découverte. Je vous invite bien entendu à suivre les liens qui se trouvent sous la vidéo pour découvrir le magnifique univers d'Orion, la constellation et toutes les petites surprises qui vous attendent. Encore un grand merci. Bonne Merci. continuation à toi. Salut.